Bonjour Clémence Dubois, donc vous êtes chargée de campagne pour 350.org. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette audition avec nous et puis ça nous réjouit d'autant plus qu'on va en parler dans cette audition, mais que le gouvernement explique qu'il ne peut pas sortir du nucléaire parce que sinon ça va faire augmenter les émissions de gaz à effet de serre et donc c'est particulièrement intéressant de vous entendre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous expliquer ce que c'est l'ONG dans laquelle vous travaillez, donc 350.org? Alors 350.org, c'est une ONG internationale qui cherche à constituer un contre-pouvoir citoyen face à l'industrie fossile. Donc on part vraiment de la science climatique, c'est de là que vient le nom 350.org, puisque 350 parties par million, c'est le seuil de CO2, de concentration de CO2 dans l'atmosphère qui a été jugé comme étant le seuil de sûreté climatique. Alors aujourd'hui, on a dépassé les 400 ppm, malheureusement, mais justement, on sait que seuls les citoyens en fait, peuvent relever le défi de la crise climatique, puisque dans les arènes onusiennes où on se réunit depuis presque 24 COP, eh bien, en fait, les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter dans le monde malgré cela. Et 350.org, donc on agit principalement via deux levées d'action. La résistance, déjà on part du principe que si il faut arrêter la crise climatique, alors il faut laisser les énergies fossiles dans le sol, donc à savoir le charbon, le gaz et le pétrole, puisqu'il faut savoir que les derniers rapports en fait, montrent bien que pour avoir une chance de respecter l'accord de Paris, donc rester au plus près des 1,5 degrés et ne pas dépasser les 2 degrés, eh bien il faut commencer en fait à fermer de manière anticipée des sources de fossiles qui sont en utilisation et absolument renoncer à construire les infrastructures fossiles, donc plus aucune infrastructure. Donc autour de cela, on bâtit une résistance locale, des citoyens qui peuvent contester ces projets et s'organiser localement, comme par exemple ça a été fait aux États-Unis autour de Keystone, donc ce grand oléoduc, mais aussi par exemple de manière plus proche de nous, il y a un gazoduc qui est en train d'être construit, notamment, dont une partie est en train d'être construite en Italie, donc il y a une résistance locale qui est vraiment exemplaire, mais qui rencontre évidemment une résistance et de l'entreprise et du gouvernement. Donc nous appuyons ces mobilisations. Et puis, il y a la non-coopération, donc non-coopération avec l'industrie fossile, puisque nos gouvernements, en fait, continuent d'aller main dans la main avec l'industrie fossile, comme si elle était porteuse de solutions, alors qu'en réalité, c'est elle-même qui bloque la transition énergétique depuis plus de 30 ans. On sait aujourd'hui un fait extraordinaire que, par exemple, Exxon, qui est une des plus grosses multinationales pétrolières au monde, eh bien, avait en document interne des éléments très précis sur le dérèglement climatique et qu'ils ont passé sous silence, puisqu'il faut savoir que donc, le dérèglement climatique vient de la combustion principalement des énergies fossiles, et ils ont passé sous silence ce document. Et donc aujourd'hui, il y a un grand mouvement, par exemple aux États-Unis, qui s'appelle Exxon Savé, qui appelle à la responsabilité toutes nos diverses institutions, en comprenant que ces multinationales pétrolières, eh bien, elles nous amènent directement au chaos climatique. Et donc la non-coopération, elle a notamment pris forme à travers le mouvement de désinvestissement dans les énergies fossiles. Donc c'est un mouvement qui est porté par les citoyennes et les citoyens, qui demandent en fait aux institutions qui leur sont proches, donc que ce soit leurs mairies, leurs universités ou encore par exemple une association médicale, de retirer leurs investissements de l'industrie fossile en disant notre argent ne servira pas à financer le chaos climatique, mais à financer les solutions. Nos institutions ne doivent pas profiter et participer donc à cette destruction. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des milliers de campagnes localement à travers le monde qui demandent ce désinvestissement des énergies fossiles. Et il y en a déjà 800
qui ont été victorieuses. Donc c'est vraiment un mouvement qui donne aussi de l'espoir en montrant en fait qu'on peut repolitiser la question climatique et qu'il faut aller au-delà des actes individuels, puisque ça on n'est pas sûr en fait que ça suffira, et c'est seulement un contre-pouvoir citoyen qui peut bloquer les plans de l'industrie fossile. Super intéressant. Je me rappelle de Total, du PDG de Total qui disait nous sommes une part du problème, mais nous sommes aussi une part de la solution, comme si, enfin, voilà, c'est exactement dans ce que vous disiez à l'instant. Mais alors, par exemple, la ville de New York a annoncé le mois dernier que non seulement elle désinvestissait des combustibles fossiles, donc c'était des citoyens qui s'étaient mobilisés notamment après Katrina, donc après l'énorme ouragan qui avait déstabilisé, fragilisé des communautés notamment pauvres à New York qui avaient été laissées face à la destruction climatique, et donc qui avait demandé à la ville de prendre ses responsabilités et de désinvestir, de couper ses liens avec l'industrie. Et la ville de New York a non seulement désinvesti, donc, mais aussi pris la décision d'intenter un procès contre les 5 plus grandes multinationales pétrolières pour les tenir responsables de ces destructions. Donc on peut espérer que le PDG de Total puisse plaider ça devant les tribunaux, qu'ils sont une partie de la solution, mais pour l'instant on voit surtout qu'ils sont une grande partie du problème. Surtout que dans l'exemple de Katrina par exemple, quand on voit les éléments climatiques extrêmes, on se retrouve souvent dans une situation où c'est des grandes entreprises qui sont responsables de changement climatique, c'est ce que vous expliquiez, mais c'est à la fin les citoyens qui vont payer les frais ensuite pour réparer, pour adapter. Donc en fait, à la fin, c'est eux qui provoquent le problème, mais c'est les citoyens qui vont sortir l'argent derrière. Absolument. Pour revenir sur... donc nous, on fait une campagne pour la sortie du nucléaire et la promotion des énergies renouvelables actuellement. Et alors, dans le gouvernement, notamment M. Hulot, lorsqu'il a annoncé, donc il y avait une loi en 2015 qui devait baisser la part du nucléaire à 50% d'ici 2025, et il a annoncé que finalement il ne pourrait pas tenir cet objectif, en disant notamment si on ferme des centrales et si on va trop vite, on va augmenter du coup la part de charbon, de gaz, etc. qu'on va utiliser. Donc ça c'est l'argument qu'ils utilisent en disant finalement le nucléaire ça serait le moindre mal. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça et qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, déjà, je pense qu'il y a un fait sur lequel il faut insister, c'est que si la crise climatique qui est en train de se dérouler devant nos yeux est effrayante et dramatique pour des millions de personnes à travers le monde dès aujourd'hui, il faut aussi rappeler que les conséquences du nucléaire ont été aussi subies par des millions de personnes à travers le monde dès aujourd'hui. Dans le passé, et on peut... Et encore aujourd'hui, puisque, par exemple, on a beaucoup d'associations ont montré que les 3/4 en fait, des centrales nucléaires en France sont hors d'âge et donc dangereuses, mais même une centrale nucléaire qui est neuve reste dangereuse. Donc déjà, je pense que la crise climatique et une catastrophe nucléaire, c'est deux perspectives qui sont... auquel il faut dire non, et donc évidemment prendre les bonnes décisions, à savoir donc sortir du nucléaire le plus rapidement possible. Et en fait, la crise climatique, si on cherche à remonter en fait un peu aux sources et comprendre pourquoi on est à l'heure actuelle dans cette situation, bien, on se rend compte qu'il y a une déconnexion en fait totale de ce mode de développement en fait croissantiste. Qui néglige en fait ce qui fait les bases mêmes de la vie, un environnement sain, donc en fait où plein de communautés et de populations vivent encore en harmonie avec la nature sans vivre à la bougie, puisque c'est le cliché dont on parle. Mais là, on est dans un mode de développement que un philosophe, Gunther Anders, appelait le décalage prométhéen, qui est de croire qu'en fait, via la technologie, on peut complètement modifier notre environnement sans
en en tirant toujours profit, alors qu'en réalité, l'environnement, c'est un écosystème donc fragile qui nous apporte toute notre richesse et qu'on néglige complètement quand on pense justement à la façon de développer notre société. Donc, pour revenir à votre question, déjà, je ne pense pas qu'il faille opposer la crise climatique et un accident nucléaire, mais par ailleurs, les ambitions climatiques, en fait, servent toujours, ça s'est vu en Allemagne, servent souvent d'alibi, en fait, pour perpétuer un modèle basé sur le nucléaire. Donc là, c'est ce qu'a dit Nicolas Hulot, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est ce qui avait été dit aussi en Allemagne, alors qu'en réalité, on a aujourd'hui des scénarios qui existent, donc l'ADEME, Négawatt, qui montrent bien que une énergie propre, renouvelable pour tous, dans un modèle de transition juste, est accessible. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et là où je peux refaire un parallèle entre les fossiles et le nucléaire, c'est la capacité de nuisance de l'industrie. C'est-à-dire donc l'industrie fossile, c'est très documenté, on voit bien comment elle s'est constituée en blocage en fait pour la transition. Eh bien, c'est la même chose avec l'industrie nucléaire, qui fonctionne de manière complètement opaque, qui fait un lobbying acharné et qui, au final, invite les décideurs et nos représentants et représentantes politiques à penser qu'on ne peut pas sortir de ce modèle, donc à réduire en fait notre capacité d'imagination en disant voilà on ne pourra jamais le dépasser. Donc parce que là, si on a du mal à imaginer une réduction du nucléaire à l'échelle 2050, alors dans ces cas-là, quand est-ce qu'on arrête quoi? C'est un horizon indépassable. Alors que ces scénarios existent et donc de la volonté politique, évidemment, c'est pas facile, mais en poussant dans différents domaines, on pourrait très bien y arriver. Ok. Donc, du coup, nous, on utilise souvent cette expression-là, et vous, je sais que vous l'utilisez aussi, on utilise souvent le mot énergie du passé pour le nucléaire, parce que quand on regarde de manière pragmatique, c'est une énergie plus chère maintenant que les énergies renouvelables, c'est une énergie dangereuse, c'est une énergie dont on ne sait que faire des déchets, et en fait, on se rend compte que on est à la fois sur les énergies fossiles et à la fois sur l'énergie nucléaire, sur toutes les deux des énergies du passé, et qu'il faut aller vers ce modèle de 100% renouvelable, dont on sait que c'est prouvé, que c'est possible, qui eux sont des énergies pour construire le futur. Est-ce que la politique énergétique actuelle du gouvernement vous semble compatible avec les accords de Paris? Alors déjà, pour reprendre... Alors, parce qu'après, il y a aussi des débats à savoir si l'accord de Paris était à la hauteur ou non, mais est-ce que ça vous semble... Alors, la France a vraiment porté l'accord de Paris, on le sait, puisque donc, on a salué la diplomatie française. Emmanuel Macron a repris ce thème comme étant un thème fort, donc se positionnant en héros du climat à l'échelle internationale, un peu un anti-Trump. Il faut saluer sa démarche de mettre le climat en haut de l'agenda, donc ça c'est une bonne chose. Cela dit, on se rend compte qu'il y a quand même une inadéquation entre les discours et les actes, comme c'est souvent le cas. Déjà, on peut revenir sur la loi Hulot, en fait, d'il y a quelques mois, qui visait à mettre un terme à l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures en France. Donc, l'exploitation la production d'hydrocarbures en France représentait 1% de notre consommation. C'était vraiment, on pouvait dire, une loi symbolique. Cela dit, les symboles ne s'accommodent pas de demi-mesure. On ne peut pas dire on a fait une loi symbolique, mais. Et en réalité, il y a eu tellement d'exceptions qui sont rentrées dans le texte, et ça, on l'a dénoncé avec Attac, avec les Amis de la Terre, et les milliers de personnes qui se sont mobilisées en fait, dans cette campagne, que finalement, le résultat obtenu, eh bien, c'est que quelques mois après, on a eu des renouvellements de permis qui ont été signés.
Donc déjà, ça n'envoie pas un très bon signal. Ensuite, Emmanuel Macron a organisé le One Planet Summit, qui était donc un sommet international finance-climat. Donc pour voir comment effectivement mobiliser, trouver des nouveaux outils financiers pour financer la transition. Et nous, ce que nous avons dénoncé lors de ce sommet, c'est qu'en réalité, la réponse, elle est très simple sur la finance climat. C'est juste, effectivement, pas un euro de plus doit aller aux énergies du passé. Donc on aurait pu s'attendre à ce que ce raisonnement soit, qui est si limpide et écho auprès du gouvernement français à l'aune de ce sommet. Et donc nous avons sorti notamment un rapport sur la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas en fait très familière comme institution pour beaucoup de Français, mais qui est en réalité présente dans la plupart de nos vies, puisqu'elle gère le livret A, livret développement durable, 1/5 des retraites françaises, elle a des parts dans de nombreuses entreprises, donc c'est vraiment le bras armé de l'économie française. Et en réalité, même si la transparence est déjà un gros problème, donc ce qu'on dénonce, on a montré à travers notre rapport que cette institution qui est responsable devant le Parlement, donc c'est l'argent des Français, eh bien, continue à financer massivement les énergies renouvelables. Donc, par exemple, on parlait de Total, il y a un grand projet dans l'Arctique russe, où la fonte des glaces permet d'aller creuser de manière plus profonde, mais ça, voilà, c'est notamment l'argent des retraites qui contribue à le financer. Donc, est-ce que la politique française est en ligne avec l'accord de Paris? Il faudrait des mesures qui sont assez élémentaires, donc déjà pas un euro de plus pour les énergies du passé, pour qu'on puisse vraiment prétendre être à la pointe. Même si, évidemment, respecter l'accord de Paris, sortir de la crise climatique, ça demande non seulement de s'attarder à cette production d'énergie, mais également remodeler et passer vraiment à un autre modèle de société, ce qui, je ne crois pas, est la priorité du gouvernement. Et donc, pour reprendre cet axe, pas un euro de plus et le problème dans le nucléaire, donc la Cour des comptes a dénoncé en fait le coût du nucléaire. On nous a fait croire pendant des années que le nucléaire était une énergie peu chère. Et c'est la raison pour laquelle les Français l'ont malgré tout accepté, même si je ne suis pas sûre du pourcentage de Français qui en réalité soutiennent le nucléaire. Mais alors que c'est la seule énergie dont les coûts de production croissent avec le temps. C'est quand même extraordinaire. Et là, aujourd'hui, donc la Cour des comptes a dit qu'il faudrait 100 milliards pour rafistoler les vieux réacteurs. 100 milliards, c'est extraordinaire, sachant que ce coût est souvent exponentiel. Donc, par exemple, à Flamanville, le prix initial a triplé pour rafistoler l'EPR de Flamanville, où il y a des mobilisations locales et nationales à de nombreuses opportunités. Donc, tout cet argent, en fait, c'est non seulement de l'argent qui bloque la sortie du nucléaire, et bien évidemment, et donc la sortie des fossiles, mais c'est aussi la sortie du nucléaire, mais c'est aussi de l'argent qui va empêcher une transition énergétique, parce que c'est de l'argent qui ne va pas être mis dans les renouvelables. Or, on n'a pas, à un moment, il va falloir faire un choix. On dit, on a tant d'argent pour la transition énergétique, où est-ce qu'on le met? Mais à partir du moment où on fait le choix du nucléaire, eh bien, c'est de l'argent qui va aller principalement dans le nucléaire. Alors que, et c'est quand même extraordinaire, parce que les énergies renouvelables, aujourd'hui, n'ont jamais été si peu chères et leur capacité de déploiement si important. En réalité, c'est vraiment faire le choix de soutenir une énergie et une industrie qui est en train de couler, alors que les énergies renouvelables ne bénéficient pas du tout du même soutien public et qu'elles finissent quand même par faire leurs preuves. Donc c'est pour ça que c'est un choix politique, et à un moment c'est un choix politique de soutenir soit une industrie, soit les populations.
Parce que nous ne sommes pas dupes. Total, c'est une multinationale privée. Areva a des liens beaucoup plus étroits avec l'État français. Et en réalité, l'État français est acquis en fait, au nucléaire. Les structures de l'État sont acquises au nucléaire. Donc, à un moment, évidemment, de la même manière que sur les fossiles, c'est aux citoyens de se rassembler pour dire qu'en France, le territoire est recouvert de centrales nucléaires et personne ne peut imaginer ce qui se passerait si on avait une catastrophe nucléaire en France. Voilà, on voit ce que ça a donné au Japon, par exemple, à Fukushima, où ce sont des pans entiers terrestres et des communautés et des millions d'êtres humains qui sont irradiés, donc avec tout ce qu'il y a de plus abominable comme conséquence. Ouais, donc on voit bien là que en fait on ne peut pas juste se dire les énergies renouvelables c'est bien, on va attendre qu'elles se développent encore un peu, mais on voit bien que si on continue à avoir des banques, la Caisse des dépôts, etc., qui investissent massivement dans les énergies fossiles, plus une continuation de... Parce que effectivement, les centrales deviennent de plus en plus vieilles, donc une continuation de mettre de l'argent dans le nucléaire, mais aussi dans des projets pour les déchets, les 80 milliards qu'on va avoir pour Bure, etc. On voit bien que ça bloque la transition énergétique, et c'est pour ça que nous, dans la campagne, c'est effectivement sur le côté politique, vous l'avez bien dit, nous on demande une décision politique immédiate de sortie, tout comme vous le faites sur les fossiles, on voit bien que c'est lié. Et qui, évidemment, la sortie ne se fera pas immédiatement, mais elle doit se planifier, et c'est là-dessus, et s'anticiper, c'est là-dessus qu'on demande. Mais alors, la transition énergétique, ça implique aussi, dans tous les scénarios qui ont été faits, qui montrent qu'il y a 100% d'énergie renouvelable possible, ça ne sera pas non plus à consommation constante. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Oui, il faut évidemment repenser notre modèle de société, de développement et donc de consommation d'énergie si on veut sortir de la crise climatique. Et très sincèrement, je pense que si on demande aux gens qui ont encore l'essentiel de leur vie à passer sur cette terre, s'ils préfèrent rentrer dans un modèle un peu plus sobre en énergie ou vivre en fait un effondrement des sociétés, je pense qu'on choisit quand même la sobriété. Et cette sobriété énergétique, puisque elle est inévitable pour rester aussi dans les limites de la Terre. Elle est souhaitable et elle est même donc désirable parce que il ne faut pas additionner toutes ces sources d'énergie. Il faut viser l'efficacité énergétique et aller repenser nos modèles de consommation et nos modèles de vie pour justement avoir besoin de moins d'énergie. Et sans cela, eh bien, on ne s'en sortira pas. Mais il faut savoir que sur le territoire, par exemple, je pense aux amis d'Alternativa qui sont mobilisés dans l'ensemble de la France et qui montrent bien que ces alternatives sociétales qui permettent d'utiliser moins d'énergie, eh bien, elles existent déjà. Et d'ailleurs, ils vont commencer cet été le Tour de France pour promouvoir ces alternatives et montrer qu'en réalité, ce qui manque, c'est vraiment encore une fois, un levier politique qui permette de faire passer ces alternatives au rang d'initiatives un peu citoyennes à un système de plus grande ampleur. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que quand on parle de transition, on veut une transition juste, on veut une transition qui bénéficie pour tous, puisque d'une part, on a les impacts climatiques qui sont très graves et donc qui de toute façon touchent déjà alors, à travers le monde, bien évidemment de manière absolument dramatique, mais déjà en France, on peut observer les dérèglements climatiques. Je pense notamment au sud de la France où il y a eu quand même beaucoup de sécheresses qui ont impacté les agriculteurs. Je parlais avec un vigneron la dernière fois dans l'Aude qui montrait comment les caves étaient affectées. Donc, ce qui fait partie des fiertés, on peut dire, du terroir français qui sont menacées. Il y a ça, il y a les pollutions de l'industrie, donc l'industrie fossile, l'industrie nucléaire, puisqu'on voit bien que, comme on l'a dit au début de cet entretien, c'est la privatisation des gains et c'est la socialisation des pertes.
Donc toutes ces pollutions, c'est une urgence aussi. On voit la pollution de l'air et aussi ces centrales. Il y a eu beaucoup d'associations qui ont montré qu'il y avait quand même un effet néfaste sur l'environnement local. Mais au-delà de ces impacts, on peut construire de toute façon une société qui est plus souhaitable que celle qu'on a maintenant, donc avec plus d'emplois. Je pense notamment à l'association Virage Énergie de Nord-Pas-de-Calais, qui a fait un scénario énergétique régional de division par 4 des émissions de CO2 en 2050 et qui part sur un non-renouvellement des réacteurs nucléaires de la centrale de Gravelines. Et donc cette étude qui a été faite en 2016, il montre qu'avec une amélioration de l'efficacité énergétique, le déploiement des énergies renouvelables et de la sobriété énergétique, ce sont 67 000 emplois nets qui peuvent être créés à horizon 2050. Donc en fait, seule une transition énergétique et sociétale est aussi porteuse d'emplois. Donc il faut aussi bien insister sur cette dimension, parce qu'on dit souvent, de toute façon, la crise écologique, c'est une question de bobos. Alors, déjà, il faut aller parler aux bobos à travers le monde qui sont aujourd'hui en train de vivre des famines à cause des sécheresses, des inondations partout dans le monde. Et par exemple, l'Afrique du Sud qui aujourd'hui arrive à pratiquement... qui n'a plus de réserve en eau, donc il faut qu'ils aillent leur dire. Et on voit bien en réalité que le modèle persistant à l'heure actuelle ne profite qu'à quelques-uns. Donc c'est pour ça qu'on est de plus en plus nombreux dans le mouvement pour la justice climatique et parce qu'il y a cette question de justice qui est au centre. Et dernière question, si on veut participer aux campagnes de 350.org, ça se passe comment ? Alors, l'idée de ces campagnes, c'est vraiment de créer un leadership qui soit décentralisé. Parce que moi, je travaille pour 350.org, mais on a bien conscience que seul un mouvement de masse peut faire les choses. Donc, on essaie de donner des outils qui soient techniques et qui est sur notre site qui s'appelle zerofossile.org et donc qui permettent à toute personne qui n'a jamais milité, mais qui aujourd'hui se dit j'ai envie de faire plus que d'agir à l'échelle individuelle, de rejoindre un mouvement, donc d'agir collectivement. Donc par exemple, on donne évidemment des ressources pour comprendre la question, mais après on explique comment, par exemple, comment créer une campagne, comment réfléchir à une stratégie de campagne, comment réfléchir à une stratégie de communication pour sa campagne, comment animer une réunion, comment faire en sorte d'avoir des gens qui rejoignent ces réunions aussi, comment penser une action. Donc on essaie d'être vraiment très pédagogique parce que évidemment on a besoin d'être beaucoup plus nombreux à se saisir de ces questions et à repolitiser ces questions. Donc nous, une de nos priorités sur l'année qui arrive, c'est vraiment repolitiser la question des investissements. Et à travers cette campagne qui vise la Caisse des dépôts et consignations et qui lui demande de désinvestir donc des énergies fossiles et particulièrement de ces 12 projets qui sont absolument scandaleux, qu'ils existent encore. Et donc dire en fait cet argent c'est le nôtre et on veut qu'il construise une société plus durable pour demain. Et donc en réalité, comme pour l'industrie fossile, on y est rattaché de manière indirecte à travers nos institutions qui continuent à les financer, et bien c'est la même chose pour la Caisse des dépôts. En réalité, on a tous un lien avec la Caisse des dépôts et on commence en incitant les gens en fait à demander à leur mairie de se joindre au mouvement Zéro Fossile en s'engageant à devenir un territoire 100% renouvelable, mais également comme l'a fait New York et comme l'a fait également Paris, en s'engageant à étudier la possibilité d'attaquer juridiquement l'industrie fossile. Il faut savoir que je fais juste une petite parenthèse, mais on sait qu'une campagne est efficace quand l'industrie commence à taper dur. Et sur la stratégie juridique, on voit bien que là, ils ont sorti les dents parce que ils sont vraiment attaqués. Ils se rendent bien compte que là, ils ont du plomb dans l'aile et que quelque part, on est en train de gagner.
Donc voilà, inciter les villes à voir quelles peuvent être ces poursuites juridiques et également demander donc, le désinvestissement des énergies fossiles via leur mairie. Donc on espère qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont nous rejoindre sur cette campagne et puis surtout en septembre prochain, on espère construire collectivement une journée mondiale. Ça fera partie des journées mondiales d'action, mais aussi à l'échelle de la France, une journée nationale qui demande à la Caisse de dépôt et consignation de désinvestir des énergies du passé, parce que ces caisses de dépôt et consignation, eh bien, il y en a 16 sur le territoire et ça fait 16 cibles où nous pourrons eh bien, porter haut et fort ces revendications qui sont tout simplement des revendications eh bien, pour rester en vie en fait. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette audition très intéressante et puis qui ouvre aussi à nous la campagne que fait la France Insoumise au-delà de la sortie du nucléaire, aussi sur cette bataille extrêmement nécessaire sur les énergies fossiles et qui montre d'autant plus la nécessité d'aller vers le 100% d'énergie renouvelable. Merci encore. Merci beaucoup.